19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy, le jeune directeur de la rédaction du JDD, est avec nous comme chaque vendredi. L'actualité, Philippe, est malheureusement dramatique. La France est en deuil, nos forces de l'ordre, toujours en première ligne, le sont également. Mardi d'abord est la mort de 2 agents pénitentiaires lors d'une attaque à l'arme lourde de leur fourgon. Et ses 2 visages. Fabrice, 52 ans, papa de 2 enfants. Et Arnaud, 34 ans, surveillant brigadier, qui allait être papa. Et puis en Nouvelle-Calédonie, Nicolas, 22 ans, gendarme mobile, tué par balle. Un second gendarme est mort, tué par un tir accidentel. Philippe de Villiers, pour commencer cette émission, j'imagine que vous souhaitez adresser un message à ces premiers de cordée qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Bien sûr, je pense à leur famille et je pense à leur jeune âge. Ils ont été fauchés dans la fleur de l'âge. Et j'aurais posé une question. La France va-t-elle encore longtemps sacrifier les meilleurs de sa jeunesse, ceux-là même qui, justement, choisissent la France comme l'accomplissement d'une promesse et qui font rempart de leur corps pour nous protéger. Ces hommes que vous avez cités sont tombés au champ d'honneur. Le gendarme, Nicolas, il a enlevé son casque et il a été visé et abattu comme un lapin. En cet instant-là, pourtant, il était la France. Et puis les 2 surveillants, ils ont été abattus comme des chiens, enfermés dans leur fourgon. Et en cet instant-là, pourtant, ils étaient la France. Et moi, je voudrais dire que le pays tout entier doit s'adresser aux familles et leur glisser à l'oreille, avec délicatesse, le sang qui a coulé sur les uniformes. Ce n'est pas du sang, c'est de la gloire. Ce sont des héros du quotidien français. En fait, ces gendarmes, ces surveillants, ils portent la livrée des hautes préoccupations. Et quelles sont ces préoccupations? Notre sécurité, la défense de la France, la sûreté de la vie. En fait, ce sont des gens qui acceptent de s'enfermer toute la journée pour que nous puissions vivre libre. C'est une servitude humble, valeureuse et glorieuse. Geoffroy Lejeune. Ces premiers de cordée, comme les a appelés Elliot, ils ont été victimes évidemment d'une certaine barbarie, ça c'est certain. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi été victimes d'un abandon, d'une forme d'abandon, et si oui, de la part de qui ? Il faut dire la vérité. Pour que les familles fassent leur deuil, il faut qu'on leur dise la vérité. Et qu'on accepte de dire aux Français la vérité. Et la vérité, c'est que ils sont aux premières loges, ils sont au premier feu, ils sont les premiers témoins de l'État qui s'effondre. Entre une autorité qui n'est plus dissuasive et des puissances privées maléfiques qui n'ont plus peur, le rapport de force s'est inversé. C'est ça la vérité. Et ils en ont assez qu'après chaque drame, le pouvoir politique
tiennent le même discours avec toujours cette éloquence convenue. Nous serons intraitables, qui rappelle le mot de Paul Reynaud en 1940. La route du fer est à jamais coupée, on a vu. Et puis la cérémonie, la République des chrysanthèmes, la cérémonie aux invalides, c'est-à-dire qu'on leur dit merci quand ils sont morts. Mais la vérité, c'est aussi qu'on aurait pu éviter ça. Et je vais plus loin dans la réponse à votre question. Ils se sont vus retirer, les surveillants, ils se sont vus retirer le droit de fouiller les détenus à la sortie du parloir. Et c'est ainsi qu'on a constaté cet après-midi, c'est une information exclusive de CNews, qu'il y avait 14 portables qui se promenaient dans les cellules. C'est-à-dire que les cellules regorgent de portables et de drogue. Et donc, l'affaire du fourgon n'aurait pas eu le même déroulement s'il y avait la poigne dans les prisons et s'il n'y avait pas cette directive européenne qui a obligé le garde des Sceaux en 2009, Rachida Dati, à faire cette loi. Plus de fouilles dans les prisons. Voilà. Je voudrais dire quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps. Parce que quand j'étais président du Conseil général, mon bureau était en face de la maison d'arrêt, à La Roche. Donc je suis allé souvent. Et donc j'ai rencontré dans ma vie ce qu'on appelait les matons, les surveillants pénitentiaires. Et il ne suffit pas de leur dire la vérité, de justifier leur colère. Il faut aussi que nous, les Français, nous leur disions « vous êtes notre fierté ». Pourquoi ? Réfléchissons un instant. Vous êtes face aux détenus les miroirs de l'innocence qu'ils ont blessée. Vous êtes dans leur regard l'espoir d'une rectitude retrouvée. C'est un métier difficile, ingrat, mais noble, de vivre au contact de la déchéance, d'être en quelque sorte les piolets sur la pente de ceux qui chutent, qui ont chuté, qui rechuteront. Mais c'est un métier, c'est un beau métier, c'est un métier nécessaire. Parce que sans eux, il n'y a plus de rempart. Le mur de la prison, c'est le dernier rempart pour que nous puissions, nous, vivre libres. Et donc, une fois de plus, je leur rends hommage. Et pour les connaître bien, je dis que on devrait, chaque jour davantage, faire une minute de silence pour eux, mais une minute d'hommage dans toutes les écoles de France. Pour leur dire, les surveillants pénitentiaires, voilà ce qu'ils font pour vous, les enfants. Ils préservent notre paix, la paix sociale, la paix civique. Philippe de Villiers, parlons à présent de la Nouvelle-Calédonie, qui est à feu et à sang, une semaine de violence, jamais vue sur l'île depuis les années 80. 5 morts, dont 2 gendarmes, on le disait il y a quelques instants, des commerces détruits, des civils qui se barricadent. Au cœur de cette crise, une révision constitutionnelle contestée par les indépendantistes. Écoutez les témoignages de ces Français sur place. Nous sommes enfermés entre femmes, amies du même quartier, avec chacune 2 enfants, 5 ans, 7 ans, 12 ans, 9 ans, 17 ans. Livrés à nous-mêmes parce que nos hommes sont j'ai envie de dire le mot, au front, cachés, barricadés, derrière des barrages de fortune. Des barrages, vous pouvez imaginer tout ce qu'il peut y avoir dans une résidence, four, climatiseur, voiture. On fait ce qu'on peut, tout. On en est là. Personne ne viendra nous aider. On nous a prévenus. Là, c'est chacun pour soi. Donc, on sait nos maris là-bas, avec des émeutiers en face, armés maintenant. Ça fait 3 jours. Ça dure depuis lundi soir, sachant qu'on a 10 heures de plus que vous. Depuis lundi soir, on ne dort pas. Geoffroy Lejeune.
Philippe, l'une de vos forces dans cette émission, et c'est pour ça qu'on aime beaucoup la faire avec vous, c'est que vous mettez des mots sur l'actualité qu'on voit sans parfois la comprendre. Selon vous, en Nouvelle-Calédonie, en ce moment, à quoi assiste-t-on, de quoi parle-t-on, et comment le gouvernement pourrait-il remédier à cette situation? Alors, je vais vous répondre. Ça ne sert à rien de faire des analyses quand on est très loin, d'ailleurs. Il faut avoir l'esprit clair et l'esprit de synthèse. Et moi, je le dis ceci au gouvernement, il faut tenir. Pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire, quand on est la France, d'une démocratie censitaire, comme au XIXe siècle. Au XIXe siècle, dans certains pays, et en France, même sous la monarchie de Juillet, il y avait 2 sortes de citoyens. Il y a ceux qui votaient, ceux qui ne votaient pas. Ou ceux qui votaient en fonction du sens, de la richesse. Donc en Nouvelle-Calédonie, on est sur un front renversé. Il y a ceux qui ont le droit de voter, les très anciens, et ceux qui n'ont pas le droit de voter, les nouveaux arrivants. Et c'est d'ailleurs une chose extraordinaire, ce modèle inversé. Alors on a les autochtones qui disent aux nouveaux arrivants, nous on est là depuis 2000 ans, donc on a le droit de voter, et vous, vous dégagez. Parce que vous êtes tout neufs, les nouveaux arrivants. Et en France, c'est le contraire. On a les nouveaux arrivants qui disent aux autochtones, vous dégagez, vous n'avez rien à faire ici, même si vous êtes là depuis 2000 ans. Et la gauche applaudit. Avec Madame Taubira, l'inénarrable poétesse, qui explique « Mais monsieur le jeune, les racines !» Alors, il y a les bonnes racines et les mauvaises racines. Les bonnes racines, c'est pour les Kanaks, et les mauvaises racines, c'est pour les Gaulois. Bon, ils sont démasqués. Donc, premièrement, il faut mettre fin à la démocratie censitaire. Deuxièmement, la Nouvelle-Calédonie, on l'a dit, je répète le mot parce qu'il est parfait. C'est un porte-avions dans l'océan Pacifique. Dans les soutes, il y a du nickel. Donc on comprend que ça soit convoité. Mais quand je dis que c'est un porte-avions, il faut aller plus loin. Aucun homme politique n'a dit, ce qui est pourtant une évidence, c'est que, vous voyez, la Russie, ils ont 13 fuseaux horaires. Nous, la France, on a 11 fuseaux horaires. On est une grande puissance mondiale à cause de l'outre-mer. Et on est le 2e espace maritime du monde. C'est-à-dire qu'en fait, la France est un pays sur lequel le soleil ne se couche jamais. Alors bien sûr, ce porte-avions, le caillou, comme on dit, il est convoité par les Australiens, par les Chinois, par l'Azerbaïdjan. Et en fait, il y a Céline Pina qui disait une chose juste, quand l'animal est blessé, toutes les bêtes sauvages se précipitent. Et ce n'est pas un bon signe que l'Azerbaïdjan soit là-bas. Ça veut dire qu'on est faible. Et donc j'invite le gouvernement à faire preuve de poigne, de force. Et troisièmement, et c'est le plus important, tout le monde nous regarde. La France regarde la France regarde les pouvoirs publics, les Français regardent les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont céder, comme d'habitude. Et puis, toutes les grandes puissances nous regardent. Ils vont céder, comme d'habitude. Et l'outre-mer nous regarde. La Guyane nous regarde. La Guadeloupe nous regarde. La Martinique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont céder. Mayotte. Et Mayotte, bien sûr. Et donc, en fait, il ne faut pas céder. Parce que si on cède, c'est le début de la fin. C'est la fin de notre outre-mer. Et si on veut que la France demeure la France, alors il ne faut rien céder. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, à travers l'affaire du fourgon et l'affaire de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on voit en même temps, comme dans un laboratoire, l'État qui se délite et la nation qui se disloque. Et on voit à travers votre
analyse la puissance française grâce aux Outre-mer également. Dans cette guerre ou insurrection, il y a un élément qui ne peut être balayé, c'est le racisme anti-blanc. Et ce sont des locaux qui témoignent aujourd'hui. Personne ne peut contester ces témoignages, mais également des élus locaux. Écoutez ces témoignages. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'en fait, puis personne ne s'en cache, donc c'est très, très, très visible. En fait, tous les incendies, toutes les exactions sont faites au cri de ici c'est Kanaki, dégagez chez vous, sale blanc. Et quand je dis sale, je suis poli. Donc les choses sont très très claires. Ce sont des émeutes anti-blanc. Alors encore une fois, quand je dis blanc, en fait c'est tout ce qui n'est pas kanak pour eux, qui doit dégager de Nouvelle-Calédonie. On a des gens extrémistes qui ont qu'une seule volonté, c'est qu'il ne reste qu'une ethnie sur ce territoire. Il y a aussi finalement une forme de racisme pur qui est développée par cette jeunesse-là, parce que ce qui est visé aussi, c'est le symbole de ceux qui ne sont pas kanaks en Nouvelle-Calédonie. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. Oui, Philippe, que vous inspire le fait que pour la première fois, de manière aussi unanime, soit lâché le mot racisme anti-blanc ? Ouais, c'est un tournant. Et alors, c'est Sonia Backès, la première, qui est la présidente de la province du Sud, qui a dit c'est du racisme anti-blanc. Donc, c'est pas nous. Bon. Sinon, on est au tribunal. Alors, en fait, derrière les actes qui sont qualifiés de racisme anti-blanc, il faut bien voir qu'il y a une idéologie. C'est l'idéologie décoloniale. Et là, elle s'est exprimée avec brio, pour la première fois, et sans se cacher. Alors, on peut prendre quelques illustrations. Souvent, sur ce plateau, j'ai parlé avec vous du peuple historique. Le peuple historique français a un droit à la continuité historique. Ça, c'est un concept que la gauche décoloniale utilise en Nouvelle-Calédonie, pour la première fois. En d'autres termes, il y a un bon peuple historique, c'est la Kanaki, un mauvais peuple historique, les Gaulois. Ensuite, il y a le grand remplacement. Ça, c'est encore plus fort. Si vous dites grand remplacement en France avec le changement de peuplement qui est visible à l'œil nu, vous risquez... il faut aller chercher tout de suite Maître Gonel. Si par contre vous dites grand remplacement en Nouvelle-Calédonie, tout le monde s'incline. Ah, il a compris. Donc s'il s'agit des Kanaks, là, vous avez tout bon. S'il s'agit du peuple français en métropole, vous avez tout faux. Alors ça va plus loin. Le droit du sang, le droit du sol, c'est encore plus subtil. Vous avez un bon droit du sang, un bon droit du sol. Si c'est en Calédonie, par exemple, le droit du sang est recommandé. Et Mme Taubira, ils ont des racines, il faut respecter leurs racines. Ah oui. Et en France, on a juste le droit de parler du droit du sol, surtout pas du droit du sang, sinon on est fasciste, nazi. Le droit du sang, en fait, c'est le droit de la filiation, c'est les racines. Et enfin, je voulais garder, ça c'est le bouquet final, la préférence nationale. Il parle de préférence kanaki. Donc la préférence nationale pour l'islamo-gauchisme, pour le wokisme, ça va très bien en Nouvelle-Calédonie, mais ça ne va pas du tout en métropole. Voilà. Eh bien, comme on disait à l'Assemblée, vous savez, à l'Assemblée, un jour, il y a un député qui a mis dans les casiers, c'était dans les années 30, il a mis dans les casiers un mot, tapé à la machine, et dans le casier de chaque député, il avait mis « Fuyez, tout est découvert ». Et au moment des questions d'actualité, il n'y avait pas un député dans l'hémicycle. Et là je dis à Mélenchon et à tous les autres, fuyez, tout est découvert. Philippe de Villiers, revenons sur l'attaque au fourgon de l'administration pénitentiaire mardi dans l'Eure. Un commando qui tue 2 agents, en blesse 3 autres grièvement et exfiltre donc le prisonnier Mohamed Amra, toujours en cavale d'ailleurs.
Quand on voit ces images, on pensait également au rapport sénatorial sur le narcotrafic qui a été publié cette semaine. Quelle analyse faites-vous de ce rapport? Doit-on parler de délinquance liée aux stupes, ou c'est une alerte que vous aviez émise en début d'année, en début de saison, dirons-nous, c'est-à-dire que la France bascule dans un narco-État? Il y a quelqu'un sur l'antenne de CNews cette semaine qui a dit les choses de manière très précise et très intelligente, Thibault de Montréal. En fait, le fourgon, c'est un point de bascule. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on avait des règlements de compte entre bandes rivales. Par exemple, à Marseille, au JCLES, le pays du JCLES. Bon. Il y a 43 morts depuis le début de l'année. Bon, ça, c'est les bandes rivales. Mais jamais on avait ce qu'on vient de voir là. Une opération de commando de guerre contre l'État. Avec le sentiment que développent les narcotrafiquants qu'ils sont aussi puissants que la puissance publique, qu'ils peuvent défier l'État et qu'ils peuvent même corrompre les agents publics. C'est pas moi qui parle, c'est le rapport d'Étienne Blanc, magnifique rapport, très documenté, et qui fait honneur au Parlement. Alors, en fait, cette scène qu'on vient de revoir, c'est une scène qu'on peut voir au Mexique, narco-État. C'est une scène qui indique la sud-américanisation de la France. Et quand je dis point de bascule, je pense aussi à une phrase du rapport qui dit que les prisonniers narcotrafiquants, les têtes de réseau disent « la prison, c'est un accident du travail ». Voilà, on en est là. Alors quels sont les, comme diraient les diplomates, les signes noirs du narco-État? Eh bien, un narco-État, c'est qu'il y a un État parallèle qui a ses propres hiérarchies, qui a sa propre police, qui a sa spécialisation des tâches et son économie parallèle avec des fournisseurs, des commanditaires et des consommateurs. Du côté de l'importation, c'est très simple. Merci Schengen. Vous avez vu qu'il n'y a pas un homme politique qui remet en cause Schengen. Pas un. Là, c'est sacré. Alors, Schengen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marchandise arrive, par exemple, à Anvers et Rotterdam. Il y a 200 tonnes de cocaïne qui arrivent par an. Rien de fouillé. Et au Havre, on fouille 1% des conteneurs. Et ensuite, la marchandise transite par 2 narco-États, Belgique et Pays-Bas. C'est pas moi qui parle de narco-État, c'est le FMI. À propos de la Belgique et des Pays-Bas. Ils ont basculé, c'est trop tard pour eux. Et puis ensuite, ça se disperse chez nous. Et nous, on a, d'après le rapport du Sénat, 3000 points de deal, ça fait 3000 paroisses, vous voyez. Et un autre chiffre qui m'a frappé, on a 240 000 personnes qui vivent du business. Alors, si vous rapportez ça au business de la grande distribution, eh bien, Leclerc, c'est 130 000 personnes et Carrefour, 100 000. Vous voyez. Donc, en fait, c'est beaucoup plus rentable. Et en termes de consommation, il y a 5 millions de consommateurs en France et le chiffre d'affaires, la fourchette haute, c'est 6 milliards d'euros. Donc, ça devient hyper rentable, vous voyez. Et le recrutement se fait comment? Il se fait dans l'immigration de masse. Bon, donc tout est dit. Tout est dit. Et les magistrats de Marseille ont bien expliqué, nous sommes en train de perdre la guerre. Donc face à cela, la question que je me pose, et elle est grave, pourquoi les élites dirigeantes, toutes catégories confondues, ont si peu d'empressement pour mener cette guerre? Pourquoi M. Dupond-Moretti est-il allé à Marseille pour morigéner les magistrats qui avaient dit « on est en train de perdre la guerre » Et Dupond-Moretti qui pleure après l'affaire du fourgon? Larmes de crocodile. La France est le seul pays où quand un ministre a montré sa défaillance, il ne démissionne pas.
Philippe de Villiers, la publicité. On revient dans un instant tous les trois. On parlera, je vous poserai une question. Qu'est-ce qu'un grand discours, Philippe de Villiers? J'espère que vous avez la réponse. À tout de suite. La seconde partie de Face à Philippe de Villiers, toujours avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. Après une première partie intense, j'ai reçu énormément de messages et lourdes parce que l'actualité est dramatique, Philippe de Villiers. Et pour respirer un peu, vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit, j'ai un informateur bien informé. Ah oui, je sais toujours, Vous ne savez toujours pas et je ne vous ai toujours pas dit qui c'est. Ouais. Et rebelote cette semaine. Mon informateur bien informé m'a adressé deux photos. Oh. Oui. La première, elle date de 89. Regardez cette photo. Vous savez où vous êtes là? Oui. Sur cette photo? Ah oui, oui. Bah racontez-nous, parce que c'était au moment de l'ouverture du grand parc du Puy du Fou. Oui, ça doit être l'inauguration du grand parc du Puy du Fou, le village 18e. Voilà. Et la seconde photo, Philippe de Villiers, parce que la semaine dernière, vous m'avez parlé de Didier Barbelivien. Oui. Et vous en aviez parlé aux téléspectateurs, qui est probablement l'auteur, compositeur, interprète le plus talentueux de notre ère contemporaine. Regardez cette photo. Ah ouais. Ah, ça, c'est chez mon frère, c'est à la Bralière. Et vous savez que Didier, un jour, il vient me voir, il me dit, on fait un disque ensemble. Et on a fait la Vendée. Vendée 93. Oui, oui. Et, Pardon, il y a un disque de Philippe de Villiers. Non, de Didier Barbelivien sur la Vendée. C'est un énorme carton. Les mariés de Vendée. Les mariés de Vendée. Ah oui. Didier est parce que c'est vrai qu'il c'est un auteur-compositeur très prolifique. Il a composé la moitié quasiment de la variété française depuis 30 ans. Je crois qu'il y a 2700 chansons. C'est absolument dingue. Sardou, les Sunlight des Tropiques, etc. Mais il est très courageux aussi parce qu'il fallait l'assumer, Vendée 93 à l'époque. Ah, mais il est bourré de talent. Bon, eh bien, chaque semaine, mon informateur bien informé me distille des petites photos. Alors, je ne vous dirai pas. Je vais vous dire une chose. Je suis comme la condition d'enquête de CNews. Petit à petit, je resserre le magnétomètre à protons et la poêle à frire. Et là, la provenance des photos va me permettre, peut-être aux environs du mois de juin, de trouver, de détecter. Ok, alors je lance un appel, parce que je n'ai qu'un... À la gorge profonde. Mais je n'ai qu'un informateur bien informé. Donc s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des belles photos de Philippe de Villiers, par exemple enfant ou lorsqu'il jouait au foot. Avançons et revenons à l'actualité, mais c'est bien de sourire et de respirer un peu. Je disais avant la publicité, Philippe de Villiers, qu'est-ce qu'un grand discours? Et à travers le drame de cette attaque du fourgon de l'agence pénitentiaire, il y a eu ces formules qui ont été répétées, qui sont répétées à chaque fois, s'en prendre à des agences et s'en prendre à la République. D'ailleurs, elles sont tellement répétées qu'on n'arrive plus à en retrouver la portée, la teneur. Idem concernant ces discours qui se multiplient ces dernières semaines. J'ai le souvenir du discours du président de la République à la Sorbonne sur l'Europe. Alors, Philippe de Villiers, à travers la vision et votre vision de l'histoire, qu'est-ce qu'un grand discours? C'est une question piège. Hein. Alors, déjà, il n'y a pas de prompteur et il n'y a pas de note. Jamais. Parce que, pour moi, oui, mais pas pour vous. On parle avec ses tripes. Et en fait, je suis tenté de vous répondre. Je vais faire comme les journalistes dans la titraille. Démosthène, réveille-toi, ils sont devenus nuls. Démosthène, ça, il prenait des cailloux dans ses bouches et il allait sur la plage pour se faire la voix. Grand orateur. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, la pensée grecque et latine définissait la rhétorique à partir de 3 éléments. Et en fait, ça n'a pas bougé. D'abord, l'éthos. L'éthos qui se rapporte à l'auteur. Parce que il faut une aura. Et il faut une cohérence, c'est ça l'éthos, entre celui qui parle et ce dont il parle. Par exemple,
dirait Démosthène. Un président qui parlerait de la guerre et qui n'a pas fait son service militaire, il manque à l'éthos. Ensuite, il y a le logos. Le logos, c'est l'argumentaire, c'est la logique, parce qu'il faut convaincre. Et enfin, il y a le pathos, parce qu'il faut séduire. Il faut de l'émotion, il faut exalter. Alors, qu'est-ce qu'un grand discours? Je dirais c'est un discours qui... c'est une parole inhabituelle dans la forme et qui marque l'histoire. Et alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je pense à Macron, par exemple. 2 heures à la Sorbonne et on s'endort. Un grand discours, c'est le contraire souvent. Il faut être laconique. Et dans l'histoire, les grands discours sont laconiques, en fait. La locution la plus rapide de toute l'histoire de l'Antiquité, c'est Caton l'Ancien, qui, devant le Sénat romain, prononce la phrase suivante « Delenda est Carthago ». Tout est dit. Cette injonction va déclencher la destruction de Carthage. Plus tard, il suffira d'un mot du pape Urbain pour mettre en marche l'histoire et envoyer jusqu'à Jérusalem la fine fleur de la chevalerie de tout l'Occident. À tous ceux qui se croisent, le ciel s'ouvre. Tout est dit. Mais plus près de nous, tout près de nous, il y a eu ce genre d'apostrophe au laconisme fulgurant et insolent. On pense évidemment à Kennedy à Berlin. Ich bin ein Berliner. Les soviets ont compris. Ça suffit. Ou encore, De Gaulle à Montréal. Vive le Québec libre. Toute l'Amérique a compris, y compris Mathieu Bocoté. À qui on pense en cet instant. Petit message. Je pense que c'est un message. Vive Mathieu Bocoté, libre. Plus récemment, encore, vous étiez trop jeune peut-être, mais ça m'a beaucoup marqué. Mitterrand au Bundestag. Les missiles sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest. La gauche a compris. Tout est dit. En fait, on est loin de la logorée chronique, on est loin des effets d'annonce, on est loin des éléments de langage. En fait, une parole qui marque l'histoire, c'est une parole qui a prise sur les événements. Et je pense en cet instant à un très grand discours. C'est Clémenceau qui enflamme l'hémicycle sous la verrière. Le voilà qui arrive au lutrin et qui dit « Celui qui gagne », on est le 9 mars 1918. Donc c'est la bascule. « Celui qui gagnera la guerre, c'est celui qui gagnera le dernier quart d'heure. » Politique étrangère, politique intérieure, c'est tout un. Ma politique étrangère, je fais la guerre. Ma politique intérieure, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Et il la gagne. Plus tard, le 18 juin, on a 2 hommes qui parlent à 2 peuples. On a De Gaulle qui parle au français et il fait une annonce en fait. C'est-à-dire qu'un grand discours, c'est un discours qui porte un mot sur le temps à venir. Et le mot est juste. Et il a ce mot, qui est l'essentiel de l'appel du 18 juin. Aujourd'hui, foudroyés par la force mécanique, nous serons demain vainqueurs par une force mécanique supérieure. Et pendant ce temps-là, il y a Churchill qui s'adresse au peuple britannique qui leur dit ceci. La bataille d'Angleterre va commencer.
À tous ceux qui se préparent à faire leur devoir, je fais la promesse suivante. Si jamais, l'Empire britannique doit durer 1000 ans, alors je vous le dis, dans 1000 ans, il y aura encore des hommes qui diront « ce fut leur plus belle heure ». Un grand discours, c'est un discours qui touche les cœurs et qui exalte l'âme d'un peuple. Politique, prenez des notes. J'ai honte, Philippe de Villiers, d'avoir des feuilles parce que vous êtes sans fiche. Ça fait 5 minutes que vous nous expliquez ce que c'est un grand discours, sans fiche, sans rien. Eh ben, j'ai une petite question, Elliot. Allez-y, mais alors je le connais aussi, hein, et vous le connaissez mieux que moi, c'est-à-dire qu'il tient, il est chirurgical sur le temps. La réponse va être très rapide. Allez-y. Vous avez cité que des discours qu'on connaît parce qu'ils font partie de l'histoire. Depuis, disons, 20 ans en politique française, il n'y a pas un discours qui vous a marqué? Celui de Villepinte était pas mal. Pourquoi? Parce qu'il y avait une idée, c'était le grand remplacement. Le discours d'Éric Zemmour. Et c'était son premier d'ailleurs. Ouais. C'était le premier discours d'Éric Zemmour lorsqu'il lance sa campagne présidentielle. Parlons de l'euthanasie à présent, Philippe de Villiers. Projet de loi sur la fin de vie qui est examiné par les parlementaires. Projet de loi qui ouvre la voie d'une aide active à mourir. Ni le mot euthanasie ou encore suicide assisté sont employés, mais dans les faits, on s'y approche. Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, était l'invité cette semaine d'Europe 1. C'est une voix qui porte. Écoutez, parce que Jean-Marc Sauvé alerte. La question qui se pose, c'est celle de la société qu'on veut construire. Est-ce que c'est une société de soins, de bienveillance, de solidarité, ou est-ce que c'est une société dans laquelle, j'allais dire, toute la sollicitude qu'on peut avoir envers une personne, c'est de lui donner sur demande une dose létale parce qu'elle remplirait quelques critères légaux. Voilà, la question est-ce que nous croyons encore aujourd'hui à une société du commun? C'est, oui, le risque d'un renoncement aux soins, c'est une forme d'abandon. Ce que je pense, c'est que un certain nombre de personnes nous adressent implicitement des appels au secours. Ouais. Et il ne faut pas se tromper sur le sens des messages que nous recevons. On nous parle beaucoup de personnes qui accompagnent des mourants et qui sont prêts à les assister pour mourir. Il ne faut pas être naïf. Tout le monde n'est pas désintéressé. Il y a des charges familiales à réduire. Il y a des patrimoines à transmettre. Philippe de Villiers, qu'avez-vous pensé de sa mise en garde? En fait, Jean-Marc Sauvé, qui est un homme éminent, l'ancien vice-président du Conseil d'État, a dit deux choses terrifiantes et justes. L'IGAS, la mission d'inspection, a donné un chiffre, 6 milliards d'euros, le coût de l'assurance maladie pour la fin de vie. Et il fait un calcul, il dit si on applique le principe de la mort administrée par exemple au Québec ou en Belgique, ça va faire une économie à l'État de 1,5 milliard. En d'autres termes, et je le cite, c'est magnifique sa phrase, c'est la ruse ultime du libéralisme pour l'État-providence. Bonjour les EHPAD, vous avez compris. Et en plus, il ajoute, deuxièmement, que ce sont les plus démunis qui partiront les premiers, les plus pauvres. En fait, je vais vous dire quelque chose qui me vient à l'esprit. Orwell, une fois de plus, avait tout prévu. Et il nous a prévenus. Il nous a prévenus de ceci. Pour renverser une société, il faut inverser les mots. Il avait donné un exemple. Il suffit de dire, la liberté, c'est l'esclavage. Alors, on dira, l'acte de tuer son prochain, c'est une loi de fraternité. L'euthanasie, c'est l'aide active à mourir. Le suicide assisté, c'est mourir dans la dignité. La piqûre létale, c'est le prolongement du soin. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes entrés dans une société de l'esquive où tout le monde apprend à mentir et à se mentir. D'abord par omission, puisqu'on oublie de dire que tous les pays qui pratiquent l'euthanasie, qui l'ont légalisée, ils sont maintenant dans une dérive et un délire vers l'eugénisme. Les enfants, les handicapés. Le premier qui a fait ça, c'est Hitler.
l'eugénisme. Ensuite, il a dit, Jean-Marc Sauvé, c'est une rupture anthropologique. Il a raison. Pourquoi ? Parce que c'est un changement de repère complet de notre civilisation. Et ça consiste à confier à la médecine et aux médecins le soin d'administrer la mort. Je vais vous faire une confidence. Un jour, j'ai rencontré Hassan II, longuement. On est devenus amis. Le 9 juin 1992. Et je lui ai parlé de la civilisation française. Il m'a dit, attendez, ne parlez pas de votre civilisation. Vous n'hésitez pas à empêcher la vie de venir. Et vous parquez vos vieux dans des miroirs. Ne parlez pas de civilisation. Et bientôt, vous ferez l'euthanasie. Voilà. En fait, vous brûlez les livres de sagesse. Hassan II avait raison. Notre civilisation est en train de périr. Cher Philippe, on va se plonger dans notre histoire justement avec la genèse du sentiment national lorsque Philippe Auguste raconte la bataille de Bouvines. Racontez-nous cette histoire, Philippe de Villiers. Alors, je vais vous emmener à Notre-Dame. Il est à genoux, Philippe Auguste. Il se recueille en pensant à celle qui est en face de lui et qui repose sous la dalle. C'est la plus belle de toutes les reines de France, c'est sa reine. Elle était moult grasse, gente taille. Elle avait des yeux de perles d'émeraude. Elle avait le chef inondé de blondeur aux épis d'or et le teint brillant et vermeil. C'était la petite fille de Philippe Auguste. Elle s'appelait Isabelle de Hainaut. C'était l'épouse du roi. Elle est morte, hélas, en couche. Lui, il est sur la fin. Il a 57 ans. C'est un vieillard. Et un vieillard sculpté. Il a régné déjà 4 décennies. Et il est déjà entré dans l'histoire avec une bataille en 1214 à Bouvines qui justement change le cours de l'histoire. Cette bataille, il l'a racontée 100 fois à son petit-fils Louis de Poissy en marchant sur le chemin de ronde crénelé du Louvre qu'il aimait arpenter, égrénant ses souvenances. Petit Louis, écoute-moi, imagine le champ de bataille. Ils sont 80 000, au moins. Et nous, on est 25 000. C'est tout. L'Occident tout entier s'est coalisé derrière Othon l'empereur. C'est un choc terrible, Bouvines, et longtemps indécis. Et puis, quand le soleil se lève, il me vient l'idée de le semoncer comme un renfort qui nous manquait. J'ai attendu que le soleil monte derrière nos troupes qui viennent se placer juste à pic de l'arrière-garde. Alors commence l'assaut. L'assaut des communes qui nous ont rejoints, qui portent l'oriflamme de Saint-Denis, des communes du peuple. Et quand commence l'assaut, le soleil est derrière nous, mais il vient aveugler, éblouir les troupes d'en face, avec le jeu des reflets et des étincelles sur les cimiers, sur les côtes de mailles et sur les casques. Les troupes d'en face ne peuvent pas progresser, ne progressent plus. En revanche, nos étendards écarlates avancent, avancent, avancent. Et à un moment, plus tard, je vois en fuite, au loin, qui tourne le dos, l'empereur. C'est fini. Le retour sera triomphal. Paris chante. Sur le parcours, les moissonneurs ont quitté leur champ. Ils brandissent leurs faucilles, ils les font tournoyer et ils se livrent à des transports de joie pendant que les jouvencelles nous jettent des brassées de jonquilles.
Ce jour-là, tout change pour la France. Ou plutôt tout commence. Entre l'autorité royale et le peuple des communes, s'est noué un lien indéfectible, a été forgé un serment de fidélité. Avant, on parlait du Rex Francorum, le roi des Francs, à partir de Bouvines. On parlera du Rex Francier, le roi de France. Chers amis, le moment est grave et joyeux. Le sentiment national vient de naître. Un grand merci Philippe de Villiers. Geoffroy Lejeune, depuis le mois de septembre, on a dû écouter une trentaine de fois chaque vendredi Philippe de Villiers. Est-ce que vous partagez mon sentiment que celle-ci était la meilleure? Ouais. Exactement, si. Vous avez intérêt à faire encore mieux la semaine prochaine. Alors je peux vous dire que vendredi, on casse la baraque. Eh bien, cassons la baraque. Vous allez ensemble. comprendre pourquoi. Un grand merci. Merci beaucoup Philippe de Villiers. Merci Geoffroy. Merci. À tout de suite pour l'heure des pros.